que je le lance? Ouais. Allez, eh bien, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je m'appelle Hugues, je suis naturaliste, naturaliste d'esprit et de cœur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé cette association il y a un peu plus de 20 ans parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Sinon, passer mon temps à mieux la connaître et mieux la faire connaître. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'insectes. Alors que je vous parle d'insectes, ce n'est pas des mouches, des moucherons ou des guêpes uniquement, ou des moustiques, tous ceux qu'on n'aime pas, et qui pourtant remplissent des rôles fondamentaux, mais c'est l'ensemble des insectes dont on connaît près de 40 000 espèces en France. Pour comparaison, il n'y a pas 1 millier d'espèces de vertébrés en France si on additionne les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Et parmi ces 40 000 espèces d'insectes, il y en a à peu près la moitié qui va se nourrir dans les fleurs, et donc assurer un travail de pollinisation, donc de transport des grains de pollen d'une fleur à une autre de la même espèce, et donc le préalable indispensable à la fécondation croisée. Le problème, vous le savez, c'est qu'on a une chute drastique de la biodiversité, comme ça a été dit en introduction, et notamment sur ces 10 dernières années, il y a certaines études qui montrent qu'on a perdu 80% des individus, jusqu'à 30% des espèces dans certaines forêts et certaines prairies. Et ça a été mené sur 290 sites en Allemagne. Le problème, c'est que même si on les aime pas, on ne va pas pouvoir faire sans eux. Parce que d'abord, ils remplissent des rôles fondamentaux, des fonctionnalités écologiques, ce qu'on appelle les services écosystémiques quand ils sont tournés vers nous, de recyclage de la matière organique. Si la terre croule pas sous les cadavres, les excréments et le bois mort, c'est qu'il y a des insectes qui les mangent. Si les champs, on arrive à mener des cultures, c'est qu'il y a des insectes qui protègent nos cultures. Donc la protection des cultures. Et s'il y a des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, des mammifères sur Terre, c'est pas parce qu'il y a des proies qui sont des insectes et qui leur permettent de se nourrir. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est de la pollinisation. Donc le transport d'un grain de pollen à une autre fleur, s'agissant de notre alimentation, c'est ni plus ni moins que les 3/4 de la diversité de ce qu'on mange qui dépend de l'activité pollinisatrice des insectes. Donc bien évidemment, si on regarde un petit déjeuner avec insectes et sans insectes, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins fun, et là je ne vous parle pas du repas de midi et du repas du soir, parce que c'est quand même plutôt la déprime. Et s'agissant de la nature, c'est encore pire, puisque 90% des plantes bénéficient de l'activité pollinisatrice des insectes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, 9 plantes sur 10 sont là, sur Terre, parce que des insectes se sont baladés sur les fleurs la génération précédente. Donc vous imaginez si vous enlevez 9 plantes sur 10. Eh bien oui, on a un problème qui est beaucoup plus vaste que ça, et qui s'étend bien au-delà des insectes malheureusement, avec des effets cascades, comme ça a été rappelé, notamment les causes, qu'on identifie tous, qui sont très faciles à voir, c'est-à-dire les pollutions tout azimut, la destruction des habitats, et j'en profite pour vous dire que l'embrasement climatique, qui devient une cause majeure, est une résultante de ces deux premières causes. La Terre s'embrase parce que les milieux naturels sont détruits et parce que les milieux naturels sont pollués. Et évidemment, à ça s'ajoute la surexploitation des ressources et puis l'introduction par nos commerces d'espèces exotiques envahissantes dont très peu arrivent à s'installer, mais quand elles s'installent, elles ont une capacité de colonisation assez extraordinaire et malheureusement, elles impactent aussi le reste du vivant. Alors, est-ce qu'on a des solutions dans ce marasme? C'est à se demander, en fin de compte. Oui, parce qu'en fait, si on fait preuve d'un peu de bon sens, il y a des solutions faciles, peu coûteuses, efficaces et rapides à mettre en place, notamment inverser les causes principales de destruction du vivant, c'est-à-dire désuniformiser et désimperméabiliser les habitats pour rendre la terre et l'eau à l'air libre. Ça veut dire également cesser l'intoxication de tous les milieux. Et ça dépend de notre consommation, notre extraction, notre production, notre transport. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir chacun de son côté. Évidemment, éteindre les lampadaires. Pourquoi je vous parle ça quand je vous parle de pollinisateurs? 95% des papillons sont des papillons de nuit. Sur les 5700 espèces, il y en a 5400 qui vivent la nuit. Et je ne vous parle pas des autres animaux. Et des plantes, et de vous, qui avez besoin également de nuit, de noir pour pouvoir être en bonne santé. Et évidemment, tout ça passe par une renaturation à grande échelle, une revégétalisation des espaces, une reconnexion des milieux, et finalement, ni plus ni moins que leur laisser un peu l'espace et le temps pour vivre. Alors comment on va faire ça? Les jardins en France, ils ressemblent à ça, grosso modo en France et en Europe, c'est-à-dire c'est des beaux jardins bien propres, tondus, bien nettoyés derrière les oreilles, les plantes sont nanifiées, puis il y a des arbres exotiques qui servent à rien dedans. Alors qu'en réalité, en 10 ans, vous pouvez facilement modifier radicalement le faciès d'un espace en laissant des espaces monter, en cultivant, pourquoi pas, les deux sont tout à fait complémentaires. Et vous voyez d'autres photos ici qui montrent la transformation en 10 ans d'une maison en haut d'un dôme, en plein soleil, qui était en train de brûler et qui se retrouve aujourd'hui tout à fait climatisée, bioclimatisée par les végétaux, avec des ressources de nourriture assez incroyables. Parce que quand on parle de pollinisateurs, évidemment, il faut des fleurs pour les adultes, mais il faut tout le reste. Il faut des feuilles pour les chenilles, il faut des cadavres pour les mouches, il faut des pucerons pour les cirfes, etc., etc. Il y a 20 000 pollinisateurs, je ne vais pas vous faire la biologie des 20 000 espèces. On accompagne aussi, évidemment, les habitats collectifs, puisque ça ressemble à ça, souvent, les pieds d'immeubles, alors qu'en fait, facilement, on peut les accompagner dans l'installation de massifs, de fleurs et d'espaces qui sont nutritifs. Alors donc, quel est notre projet?
Comment est-ce qu'on va s'inscrire là-dedans? Eh bien d'abord, où est-ce qu'on va faire ça? Alors la carte de France n'apparaît pas, c'est bien dommage, parce que normalement elle est au plein milieu de l'écran. Donc dans les jardins privés qui représentent 1 million d'hectares en France, alors ça ne vous parle pas 1 million d'hectares, hein, et bien en fait ça fait presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. En d'autres termes, ça veut dire que si chacun d'entre nous qui a un jardin rend un quart de son jardin, on multiplie par 2 les réserves naturelles françaises. Mais en fait, on ne va pas s'arrêter à ce million d'hectares, parce qu'en fait, il y a des millions d'hectares de disponibles. Si vous rajoutez le parc privé et le parc public, les hôpitaux, les campus, les casernes, les bords de route, les zones d'activité commerciale, les échangeurs, etc., les bords de champs, on a des millions d'hectares qui sont surgérés et qui sont ravagés au détriment de la nature, des fonctionnalités et du bien-être, notamment de l'humanité. Alors, est-ce qu'on est légitime à faire ça? On est une association qui a un peu plus de 20 ans maintenant, qui a une vingtaine de salariés et qui compte 300 bénévoles actifs. Et on intervient sur de l'alerte des enjeux, les problématiques, sur du partage de connaissances scientifiques, de compétences techniques et sur la mise en place de solutions concrètes pour engager tout le monde dans la mobilisation. Une petite asso qui s'est développée en région lyonnaise. Et on s'est installé rapidement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on passe à une phase de déploiement depuis 2 ans. Et vous voyez un certain nombre d'activités qui ont été menées, puisqu'on a une convention nationale avec l'Office français de la biodiversité. On fait partie du comité scientifique du plan pollinisateur. On mène les assises nationales des insectes pollinisateurs le mois prochain à Besançon, si vous êtes les bienvenus. Un programme européen, un MOOC, on a mené un MOOC, et une web-série avec 2 acteurs de Kaamelott que je vous invite à aller voir parce que c'est plutôt marrant. 6 épisodes de moins de 2 minutes avec Merlin et Perceval. Franchement, on est super contents. Alors le projet, c'est pas très compliqué, hein. Il s'agit en fait d'accompagner les acteurs pour les rendre acteurs de leur territoire, notamment au travers de la production de guides. En voilà un qu'on a déjà produit à destination du grand public, mais aussi à destination des élus, destination des journalistes, à destination des équipes éducatives. Bref, pour essayer de percoler dans l'ensemble des strates de la société, avec, vous voyez, des collègues francophones et hispanophones qui s'intéressent aussi à ces projets et qui sont en train de les mettre à leur sauce. Alors évidemment, ça veut dire aussi mobiliser les acteurs au travers d'outils personnels de formation, de tutos, de webinaires, etc., pour réensauvager l'ensemble des espaces. Le MOOC pollinisateur nous a permis de réunir 17 000 personnes, dont plusieurs milliers sont sur la plateforme Nos pollinisateurs, qu'on récupère et qu'il va falloir animer pour relier, justement, unir les gens, leur permettre d'échanger, de mutualiser et pouvoir réensauvager également notre vie, parce qu'il faudra un jour y venir. Et tout ça s'accompagne d'un plaidoyer permanent pour le vivant, auprès des grands médias traditionnels, journaux, télé, papier, etc., mais également auprès des médias en ligne et évidemment des réseaux sociaux, puisqu'on ne peut pas passer à côté. Donc en fait, on a besoin d'argent pour produire des outils, pour avoir des temps de salaire, pour mettre à jour nos outils, pour diffuser nos outils. Et vous voyez qu'on a 16% qui sont pris en charge par l'association ou pour lesquels on trouvera d'autres fonds, qu'on a à peu près le quart qui est pris en charge par l'Office français de la biodiversité, un autre quart par Domoro, que je remercie, qui est dans la salle, et donc il nous manque 40%. Donc sur cette diapositive, je vous remercie, et je vous laisse avec cette fiche synthétique, et je vous remercie de vous engager pour le vivant. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu peux rester sur cette, je pense que c'était très clair. Je croyais qu'il fallait que je parle, pardon. C'était très clair. Oui, il y a des questions, bien sûr, exactement. si vous en avez. On a un petit temps de questions. Donc là, vous avez 5 minutes pour réfléchir, poser des questions, en savoir un peu plus. Alors Stéphane. Bonjour, Stéphane du 1%. J'ai juste une question sur le déploiement, sur l'essaimage. J'ai vu la question des langues. En fait, c'est des antennes de l'association ou c'est des collègues d'autres associations qui sont inspirés par la qualité du projet? Vous avez remarqué qu'il y avait des Belges et des Suisses, et donc le problème de langue est quand même limité, bien que dans les 2 pays, il faut quand même parler à différentes langues. Mais non, ce sont des collègues qui sont intéressés pour le mettre à leur sauce, parce qu'en fait, en France, il y a, vous savez combien de pollinisateurs? Il y a 1000 espèces d'abeilles en France, 972. Mais il n'y en a que 450 en Suisse, en Belgique, et 650 en Suisse. Donc c'est des choses qui doivent être réadaptées pour que les espèces de plantes et les modalités de gestion s'intègrent mieux au fonctionnement du pays. Donc voilà, à part les Espagnols qui, eux, le traduisent, effectivement. Et évidemment, les espèces méditerranéennes sont très différentes de celles de l'île, par exemple. Donc il faut une réadaptation. Ouais. Alors je vais passer la parole. Bonjour, Françoise du 1%. Question toute bête, pourquoi Arthropologia? Eh bien parce qu'on est des très mauvais communicants et que quand on était gamin, qu'on a fondé cette association, parce qu'on a été gamin il y a 25 ans, c'est un néologisme. Arthropodes, c'est les animaux recouverts d'une carapace et à pattes articulées que sont les insectes
les crustacés, les mille pattes et les arachnides. Et logis, c'est l'étude ou la science. Donc c'est un néologisme qui veut dire l'étude des arthropodes. Voilà, donc je vous ai parlé des insectes, c'est une toute petite branche, enfin c'est la plus grosse branche des arthropodes, mais j'aurais pu vous parler des araignées ou des mille pattes aussi. Tout ce que les gens adorent, quoi, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fondé cette association sur ces mal-aimés, parce que moi, ça me rendait dingue qu'on écrase les guêpes et qu'on arrache les orties. Et donc, j'ai toujours pris la décence de ce qu'on n'aimait pas, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour votre... Je suis là. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport au maillage avec les autres associations, finalement, qui vont un peu aussi dans votre direction. Je pense au Jardin LPO, par exemple, qui ont peut-être la vision plus oiseau ou de protection d'autres espèces, mais qui font un peu la même chose de végétalisation, d'aménager les jardins privés. Voilà, quels sont les liens avec ces types d'associations? Alors, des liens très étroits avec la LPO en particulier, avec d'autres associations qui travaillent sur les insectes aussi, hein, il y en a quelques-unes en France. On est assez peu, hein, d'ailleurs il n'y en avait pas il y a 22 ans, c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'a fondé. Mais les jardins LPO sont des labels qui sont donnés à des gens qui s'engagent à faire des choses. Et nous, on est plus dans l'action concrète, dans fournir des outils pour la mise en place d'actions concrètes et les accompagner. Alors ça peut être sur la définition d'un plan de gestion, sur le choix des plantes, sur la modalité de gestion, les gestions différenciées, comment est-ce qu'on va apporter une diversité d'habitats pour augmenter les capacités d'accueil et donc augmenter la biodiversité. Avec peut-être cette entrée pollinisateur qui est un capital sympathie. C'est-à-dire, si je vous dis pollinisateur, pollinisation, vous pensez fleurs, abeilles, papillons, fruits, ok, tout est beau. En fait, pollinisateur, vous avez vu que c'est beaucoup d'autres choses, mais remplir les besoins des pollinisateurs, comme je vous disais, ça permet il y a une nécessité d'augmenter les habitats et les micro-habitats, et donc d'augmenter les capacités d'accueil pour le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, les préconisations, elles sont pour le vivant, avec une entrée capital sympathie, comme la LPO a une entrée par le prisme des oiseaux. Il y a des gens qui n'aiment pas les abeilles, qui vont préférer les oiseaux, et d'autres qui vont bien aimer les abeilles. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alexis Marant, Yes Futur. Juste pour comprendre le déploiement de votre association, vous avez commencé, donc vous dites en région lyonnaise, et vous en êtes où? Donc maintenant vous êtes dans la région Aura principalement. Vous pouvez expliquer un peu? Oui. Alors, en fait, voilà, comme je vous disais, il n'y avait pas de structure sur les insectes, donc rapidement, on a eu des demandes, puisqu'on a produit une offre qui n'existait pas, pour parler dans un langage qui n'est pas le mien. Et rapidement, on est intervenu en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis 2 ans, on a commencé le déploiement au niveau national, et c'est justement dans le cadre du déploiement des outils et de la mise à jour des outils et des nouvelles cibles qu'on cherche à atteindre qu'on vient se présenter ce projet. Mais on a déjà démarré le développement il y a 2 ans avec la convention avec l'Office français de la biodiversité. J'imagine que vous savez tous qui c'est l'Office français de la biodiversité. Non? Tout à fait. On va prendre une ou deux dernières questions, et ensuite je devrais passer à l'association suivante. Bonjour. Bonjour. Il y a un écho. Bonjour, Arthur de Cherry Pictures. J'ai pas du tout eu le temps de capter le nom de votre application, parce que j'ai justement un jardin à entretenir et du coup, l'application. Ah, l'application. Alors, vous tapez pollinisation. Oui, mais c'est vrai, c'est je le l'ai nom même de pas mis sur l'application la fiche aussi. synthétique. Pollinisation, il y a un site dédié, donc vous ne pourrez pas le louper. Et donc il existe une application. Là, je vous ai mis le petit livret qui existe pour les pros, le grand public ou les équipes éducatives. Mais on va en faire pour les enfants, pour les agriculteurs. On va développer d'autres outils. Mais actuellement, l'outil grand public pour caractériser votre jardin existe soit sous forme papier, on en a amené pour vous en donner, soit sous forme numérique, voilà, en application. Trop cool, merci. Merci à vous. Merci. On peut l'applaudir Bonne bien journée. fort parce que c'était le premier courageux.